Et commence bien, et vous commencez. Il est 7 heures, donc il faut respecter ceux qui sont arrivés à temps. On a des gens en ligne également, donc qui vont participer à la rencontre. Vous nous avez demandé d'organiser la rencontre. Donc, tout le monde sait pourquoi on est ici ce soir, c'est avoir plus d'informations sur le projet qui a été octroyé avec l'État pour protéger les berges. Donc, on a des gens du ministère de la Sécurité publique qui vont fournir des explications. On a aussi quelqu'un de la Fédération québécoise des municipalités qui est notre conseiller technique là-dessus, qui va nous accompagner dans tout le processus. Donc, moi, je ne parlerai pas très longtemps. Je vais donner la parole plutôt permettre aux gens de s'identifier. Peut-être en commençant par notre directeur là-bas. Bonjour à tous. Je me présente, Hugo Martin, je suis directeur général de la Sécurité civile et de la sécurité incendie pour la Bas-Saint-Laurent. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Si vous avez des questions, on va être là pour répondre. Assurément ce soir. Monsieur Hugo Martin. Donc, tout le monde connaît Adam? Il est avec nous autres aussi. Bonsoir, Étienne Bachand, je suis conseiller en gestion des risques naturels au ministère de la Sécurité publique. Raphaël Croteau, je suis professionnelle en génie côtier à la Fédération québécoise des municipalités. Jean-Denis Bouchard, chef d'équipe Alia Côtier Mouvement de Sol au ministère de la Sécurité publique. Dans notre équipe, on met en œuvre des projets en prévention. Jean-Denis Bouchard, je travaille au ministère de la Sécurité publique. Chef d'équipe Alia Côtier Mouvement de Sol. Dans notre équipe, on est une dizaine de personnes dont à peu près sont basées à Rimouski, donc proche d'ici. Le reste sont à Québec. Puis dans notre équipe, on met en œuvre des projets en prévention pour protéger les villages. Ça fait depuis 2017 qu'on fait ça. On a fait des projets à Sainte-Luce, Sainte-Flavie pour déplacer des maisons en résidence. On a fait un projet de recharge de plage à la Grave à Cap-Oumeul. On a fait aussi des projets à Pointe-aux-Stars. Et Étienne va vous montrer tous les nouveaux projets en cours. Dans notre équipe, on fait aussi la cartographie des zones de contrainte qui sont liées à l'érosion et la submersion côtière. C'est un travail qu'on fait en collaboration avec l'UQAR. Donc, on finance beaucoup de projets de recherche aussi avec l'UQAR. Puis, on est aussi responsable après sinistre de faire des analyses de risque pour identifier si les maisons, le niveau de risque pour les résidences. C'est à peu près ça. Je vais laisser mes collègues vous présenter. Moi, je vais être en soutien et répondre aux questions aux besoins à la fin. Merci beaucoup. Très bien. Donc, la rencontre de ce soir, c'est une rencontre d'information. Vous allez voir dans la séquence du projet, je crois qu'il y a jusqu'à 4 séances de prévues. Si on a besoin de plus de séances, nous allons l'organiser. C'est très important pour vous d'être au courant de ce qui va se passer, pourquoi on le fait et comment on va cheminer ce projet-là au cours des prochaines années. C'est un problème sérieux. Vous avez vu les dommages dans les dernières campagnes. Donc, le ministère a répondu aux attentes de la municipalité en disponibilisant de l'argent, quand même un budget de 11 millions de dollars pour faire des travaux. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne peux pas vous le dire. C'est de la nature et des travaux, des coûts qui seront estimés à ce moment-là que nous dirons, mais c'est quand même une enveloppe substantielle pour protéger le secteur urbain de Baie-des-Sables. Donc, je vais, à titre d'honneur, je vais présider la rencontre. Je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous avez des questions, de lever votre main. Je vais vous donner la parole. Et puis, on va essayer de pas, vous voyez, on va essayer de connecter un système de son, mais normalement, on n'a pas besoin de trop de micros. Donc, il faut trop de placotage entre nous autres, puis garder le calme pour qu'on puisse avoir une très bonne rencontre. Et ce que j'ai convenu avec Étienne, c'est qu'on vous allez pouvoir aussi poser des questions durant la présentation. Et dans certains cas, peut-être qu'on va vous dire, attendez un petit peu plus loin, il y a l'information. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. On est ici pour répondre à vos doutes, que vous ayez le maximum d'informations. On est vraiment au début du projet. C'est pour ça qu'on tenait à organiser cette première rencontre. Donc, on va commencer notre rencontre. Étienne, tu veux y aller? Okay. Il y a des gens en attente. Comment tu as fait pour les faire entrer? Ah, OK. Ça à distance. Adam, il fait ça à distance. OK. On commence? Oui, je parle comme ça, vous m'entendez bien? Je vais essayer de parler fort. Ben, comme M. le maire l'a dit, on est ici pour venir vous présenter la démarche. La démarche
d'un projet de prévention là, qui est à l'intérieur du cadre de prévention des sinistres. C'est le nom du programme au niveau du ministère de la Sécurité publique. Puis, comme on vient de le dire, l'entente a été signée au printemps, donc on est vraiment au début du projet. Puis, on souhaitait quand même là, vous rencontrer là, à la demande de M. le maire pour quand même vous expliquer la démarche parce que vous allez le voir, c'est beaucoup d'étapes. Puis, il y a du temps avant qu'on ait les premiers camions et pelles qui vont venir faire des travaux en milieu côtier. Peut-être vous voyez un petit peu en ce moment peut-être passer des camions qui sont en voie à Saint-Flavie, peut-être au courant qu'il y a un projet qui est en cours. Je vous invite à aller le voir aussi. Là, ça donne un peu une idée de quel genre de travaux peuvent être réalisés. Puis, mais c'est ça, on est vraiment au début de la démarche. C'est ça qu'on peut regarder aujourd'hui avec vous. Ouais. Petit ordre du jour pour la présentation, donc une mise en contexte. On va vous parler du programme de cadre de prévention, mais je voulais vous parler aussi d'un autre programme du ministère de la Sécurité publique, qui est le programme général. On va en parler un petit peu au début. Le cadre de prévention, les enjeux au niveau des aléas côtiers, au niveau de BD Sable. Faire un petit résumé là, de ce qu'il y a comme enjeu à BD Sable. Puis ensuite de ça, ben, les étapes. Je veux passer les premières étapes là, qui sont à passer, puis vous expliquer un petit peu là, comment ça va se dérouler dans les prochains mois. Et un échéancier pour terminer, pour voir un petit peu. Un échéancier préliminaire, vous comprenez là, que c'est un projet qui est de longue haleine. Vous avez vu aussi qu'il y a eu d'autres ententes qui ont été signées avec d'autres municipalités. Il y en a d'autres qui ont été faites l'année passée. Puis là, il y a une quinzaine de projets, entre 15 et 20 projets qui sont en cours en ce moment là, au niveau de la sécurité publique, au niveau de la protection côtière. Auront les responsabilités, puis ça va me faire passer la parole ça, à Raphaël, après ça, pour expliquer le mandat de la FQM, quel rôle qu'ils vont jouer dans le projet. Alors, une petite diapo vraiment pour recadrer le ministère de la Sécurité publique. Qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est vraiment d'assurer la sécurité du Québec par la prévention, l'intervention et le partenariat et faire d'un milieu de vie des Québécois là, un endroit sécuritaire. C'est vraiment ça l'objectif premier du ministère de la Sécurité publique, c'est d'avoir un milieu propice, autant social qu'économique, pour pouvoir avoir un Québec prospère. Ensuite de ça, au niveau de notre direction, moi, Jean-Denis, on fait partie de la direction du soutien à la réduction des risques de sinistres. Et on appelle aussi l'expertise en gestion des risques côtiers. C'est un peu ce que Jean-Denis disait tantôt. C'est vraiment une direction qui va se spécialiser au niveau des risques naturels, autant au niveau de l'érosion des berges, mais aussi au niveau de l'érosion, des inondations et des glissements de terrain. Donc, on est des gens qui sont des experts dans ces différents sinistres-là. Puis, Jean-Denis disait, on travaille sur 4 différents volets. Donc, au niveau de l'appréciation des risques, où il va y avoir des avis techniques qui peuvent être faits sur le terrain. La cartographie des zones de contrainte, soit à l'érosion et à la submersion. Donc, c'est des cartes qui sont en cours de production qui vont être disponibles éventuellement. Puis, la gestion des données géomatiques. Puis ensuite, le traitement des risques. Ben, c'est un peu pour ça qu'on est ici ce soir. C'est des projets de prévention que notre équipe traite. Programme du MSP. Comme je vous disais, il y a 2 programmes, disons. Là, je voulais revenir sur au niveau du programme général d'assistance financière lors de sinistre, le PGAF, qui est un programme qui est disponible qui est disponible à l'ensemble du Québec, puis qui va vraiment là, les municipalités ou les citoyens qui sont touchés par un sinistre ou un danger imminent. À tout moment, s'il y a une tempête ou un glissement de terrain ou une inondation survient, puis que les gens ne se sentent plus en sécurité, peuvent faire une demande à la municipalité qui, elle, va se retourner pour faire une demande au ministère de la Sécurité publique, au bureau à Rimouski, dans l'équipe à Hugo. Puis, on va envoyer des gens pour évaluer s'il y a un risque d'imminence.
Puis à ce niveau-là, il va y avoir des recommandations, puis éventuellement des subventions qui peuvent être accordées pour aider soit à réparer ce qui a été brisé ou à réparer des dégâts s'il y a eu de l'eau, des inondations, des problèmes de submersion. Ça, c'était juste pour rappeler un petit peu le programme général. Je ne sais pas si vous avez des questions pour ce programme-là, mais en tout cas, sinon, on peut y revenir un petit peu plus tard. Ensuite de ça, ce qui est du cadre de prévention, ben, c'est vraiment un programme, lui, qui va être plus un cadre pour la prévention des sinistres, mais qui va être qui va prendre un secteur en fait, un secteur où il va y avoir une intervention, au lieu que ce soit maison par maison. C'est vraiment un secteur au complet qui va être analysé pour pouvoir trouver une solution d'ensemble. Puis, c'est uniquement les municipalités qui sont priorisées. Donc, ici, Baie des Sables est une des municipalités priorisées au niveau du cadre de prévention des risques. C'est une démarche collective et volontaire. Ça amène un soutien financier, comme vous avez vu, un support technique aussi. Donc, on va accompagner la municipalité tout au long du cheminement du programme. Et au niveau du MSC, il y a toute une partie qui est faite avec le ministère et ses partenaires au niveau de l'acquisition des données, l'analyse de risques et de solutions, puis la mise en œuvre des travaux de prévention et d'activation. Au niveau du cadre de prévention, l'objectif premier, c'est vraiment d'identifier puis mettre de l'avant la meilleure solution d'atténuation des risques qui va assurer la sécurité des personnes et des biens, qui va être durable dans un contexte de changement climatique, donc de 30 ans sur 30 ans. L'ouvrage va être durable pour une trentaine d'années et faisable techniquement. Il va assurer aussi un ratio investissement versus valeur des enjeux à protéger. On va y revenir tout à l'heure au niveau des enjeux ici avec des sables. C'est vraiment d'avoir un équilibre entre investissement versus valeur des enjeux. Un ouvrage aussi qui va être adapté au milieu, puis qui va limiter les impacts environnementaux, puis qui va favoriser l'acceptabilité sociale. C'est tous ces objectifs-là que le cadre de prévention essaie de remplir. Comme je vous disais tantôt, actuellement, là, il y a entre 15 et 20 projets là, qui sont en cours à différentes étapes, autant au niveau de l'acquisition, de l'analyse, l'acquisition de données, en conception ou en mise en œuvre au Québec. C'est autant les suivis écologiques, la conception où là, différents ouvrages vont être analysés, la modélisation, où là, on va regarder les données climatiques et on va essayer de confronter les ouvrages qui sont réfléchis pour voir à ce qu'ils soient durables sur une trentaine d'années. Quand je parle d'une vingtaine de projets, on en a déjà dit quelques-unes, mais Sainte-Flavie, la Maria, Baie des Sables, Port-Cartier, Sainte-Anne-des-Monts, Rimouski, Métis-sur-Mer, c'est tous des villages qui ont des ententes signées au niveau du cadre de prévention et qui vont avoir une démarche similaire à la vôtre là, qui vont être entamées dans les prochains mois. Puis juste dans le Bas-Saint-Laurent, on parle d'une dizaine de projets là, qui sont actuellement en cours. Vous voyez justement sur la carte, là, on a fait un petit agrandissement là, entre Rimouski et Sainte-Félicité. C'est 9 projets, puis on rajoute à ça Notre-Dame-du-Portage, qui est un petit peu plus à l'ouest. Sur la Côte-Nord, Port-Cartier, puis Rivière-au-Tonnerre. Puis Pointe-aux-Guitares, et Locoud, c'est des projets qui sont terminés. Puis sinon, Maria, en Gaspésie, Sainte-Anne-des-Monts, puis aux Îles-de-la-Madeleine aussi, il y a des projets. Il y a 6 projets qui ont été signés en 2024 en même temps que Baie des Sables, puis ça représente un investissement là, de plus de 180 millions de dollars. Malgré ça, je vais remettre en contexte un peu au niveau du Québec côtier. Vous voyez, tous les points, c'est tous des bâtiments. Il y a 38 000 bâtiments au niveau du Québec maritime qui ont un risque potentiel ou exposés aux aléas côtiers dans un futur pas si lointain. Puis on a près de 5 000 km de côte aussi au Québec. Donc le défi est énorme. Le défi est énorme autant de. Vous voyez là, 16 municipalités sur 96, c'est un début, mais il reste encore beaucoup de travail là, au niveau de la problématique d'érosion et de submersion. Quand on parle des types de solutions,
il y a souvent deux grands ensembles. Soit qu'on y va avec la protection des ouvrages d'ingénierie, des ouvrages de protection, comme on les voit, là, les murets, les recharges de plage, d'autres solutions d'ingénierie. Mais aussi, on regarde aussi au niveau de la relocalisation. On en a parlé un petit peu tantôt. Sainte-Clarie, Saint-Luce ont eu des programmes de relocalisation. Puis, c'est des solutions qui peuvent se mettre en œuvre là, dans les différents projets du centre de prévention. Au niveau des enjeux relatifs aux aléas côtiers, au niveau des sables, ben, vous voyez que c'est ça, là, les secteurs, tous les petits carrés orange, c'est des bâtiments qui sont potentiellement exposés, qui représentent un actif là, de 17 millions de dollars. Donc, 80 bâtiments résidentiels, des bâtiments hôteliers, des services publics, puis évidemment l'église qui n'est pas très loin non plus, puis les routes, la route principale, puis les titres secondaires aussi, qui comprennent aussi là, sous cette route-là les aqueducs et les systèmes d'égouts qui sont à protéger aussi, à prendre en compte. Donc, c'est ça qui a été calculé comme actif là, au niveau à protéger. Puis, on parlait tout à l'heure de projet de 11 millions. On voit qu'on est dans des ratios là, qui sont encore qui sont bons. Là, dans le fond, on va protéger plus que le montant investi. Donc, ça, c'est la diapo qui expose là, un peu l'ensemble de la démarche au niveau du projet avec 11 étapes. Ça, ici, c'est les étapes qu'on a réalisées pour un ouvrage de protection, mais il y a des étapes qui sont communes aussi au niveau du déplacement des bâtiments. Donc, c'est vraiment différentes étapes. Vous voyez en bleu là, qui est au niveau du côté du MSP. Donc, tout ce qui est les premières étapes, c'est du côté du MSP avec ses partenaires. Là, vous voyez, soit l'Université du Québec à Rimouski, Consultant Repasse ou la salle NHC qui vont participer là, à développer ces différentes étapes-là, là, au niveau de l'acquisition, l'analyse d'aléas et de risques, l'analyse de solutions et la modélisation. Ensuite de ça, la portion en mauve, c'est la portion qui est plus dans la municipalité. Là, on est plus dans la mise en œuvre des projets, où là, il va y avoir la réalisation des plans de vie, les autorisations, puis la réalisation des travaux. Puis vous voyez là, la petite flèche en mauve au niveau des démarches d'autorisation environnementale. C'est la portion, je vous dirais, un peu inconnue au niveau de la durée. Alors, on propose de la commencer le plus tôt possible parce qu'il y a une démarche qui est quand même assez longue à réaliser au niveau des démarches environnementales. Raphaël va vous en parler un petit peu tantôt là, en détail, mais c'est une démarche, là, c'est pour ça que la flèche en mauve au niveau de la municipalité, on veut la commencer le plus rapidement possible. Puis vous voyez en bas là, les séances d'information, de consultation publique qui sont mises à différents jalons où on veut venir vous rencontrer afin de vous faire état là, de l'avancement des travaux. Alors vous voyez, là, on a la première étape, l'entente est signée, puis on est à la première petite ligne rouge au niveau de la séance d'information. Ici, c'est un peu une image similaire, mais c'est les étapes au niveau de la relocalisation. Fait qu'il y a quand même un tronc commun au niveau des ententes, la condition de données, l'analyse de risque. Il faut faire ça dans les deux cas. C'est quand on arrive à l'analyse de solutions, c'est là qu'il va y avoir des décisions à prendre. Si on va vers la protection, vers le déplacement ou une combinaison des deux. C'est possible aussi. Puis là, après ça, c'est ça. Il y a d'autres étapes là, qui sont des rencontres individuelles, évidemment. On rencontre chacun des gens, voir la visibilité, déterminer la valeur de chacune des résidences pour voir quel est le montant qui va être accordé. Puis après ça, il y a la possibilité de faire l'aménagement d'un nouveau quartier. Puis ensuite de ça, le déplacement, puis l'équilibration. J'ai vu sa rédition de compte, la dernière étape, là, mais pour vous montrer un petit peu là, les différentes étapes. Mais il y a tout un tronc commun en bleu qu'il faut réaliser avant d'arriver aux solutions. Donc, j'ai mis celle-là. Je l'ai dit un petit peu tantôt, là, on est à l'entente puis à la première rencontre d'information.
Deuxième étape, c'est la collecte de données collecte de données et recherche. Dans le fond, c'est toute la donnée de base qu'on va avoir besoin pour éventuellement développer des solutions, puis analyser ces différentes solutions en fonction de la configuration de la code qu'on retrouve ici avec des sables. Vous voyez, il va y avoir deux grandes données. Là. Il y a une donnée qui est prise au niveau de ce qu'on appelle un LIDAR, qui est vraiment la topographie fine du terrain au niveau terrestre. Puis il y a la portion bathymétrie, qui est plus la portion qui est sous l'eau jusqu'à la ligne de 10 mètres, de la profondeur de 10 mètres qui va être prise pour qu'on ait l'ensemble de la topographie. C'est ça qui va permettre là, de vraiment planifier les ouvrages en fonction de la topographie, mais des données climatiques aussi qu'on a dans le secteur. Ensuite de ça, l'analyse de risque, l'analyse d'aléas et de risque, ça va être l'étape suivante, qui va être faite soit par nous ou en partenariat avec l'UQAR, mais c'est la troisième étape, où là, il va vraiment avoir une caractérisation fine du secteur de baie des Sables au niveau de la dynamique côtière, regarder les rives littorales, les courants, regarder l'historique aussi de l'érosion qu'il y a pu avoir dans le passé avec les photos aériennes récentes et anciennes. Puis on va voir, c'est ça, les taux d'érosion qu'il y a pu avoir ici. Les dernières tempêtes aussi, la tempête de 2010 est quand même bien documentée, on a de l'information. On veut voir s'il y a d'autres tempêtes aussi plus récentes qui auraient laissé des marques, qui auraient laissé des impacts sur la côte. Ensuite de ça, ben, on va faire une cartographie fine du niveau de risque pour la municipalité par résidence. Puis c'est là que ça va nous permettre là, de raffiner la solution qui vont être analysées et priorisées si jamais il y a des déplacements qui sont à prévoir. Ensuite de ça, ben là, c'est ça, l'analyse de solutions. Évidemment, l'analyse de solutions d'ingénierie, ici, va être analysée. C'est sûr que dans la plupart des projets, l'enrochement puis la recharge de plage sont analysés. C'est un peu les solutions qui sont souvent demandées ou sont souvent analysées. Mais d'autres solutions pourraient aussi être étudiées puis analysées. Ici, c'est un cas pour... oui. Une question, est-ce que vous avez prévu dans votre analyse, une réflexion sur la possibilité d'utiliser le quai, de l'agrandir ou de voir potentiellement comment il peut être utilisé pour, du moins, restreindre l'érosion? Ça ne fait pas partie des deux. Pour l'instant, il n'y a aucune solution qui est écartée. Donc, si les ingénieurs ou les modélisateurs vont le prendre en compte, parce que le quai fait partie de la côte, donc il y a un impact là, de part et d'autre. Donc, c'est sûr que l'impact du quai va être pris en compte. Est-ce qu'il y aura ça une solution pour être mise en fonction du quai? Ça, je ne vais pas la répondre tout de suite. Dans d'autres terres portuaires, on a déposé un projet. Est-ce que ce serait possible de vous présenter pour... Ben, j'imagine que oui. Là. On en avait discuté un petit peu avec M. le maire. Là. Moi, il y avait des projets qui avaient été discutés dans le passé. Ça pourrait être des éléments qui soient amenés à l'ingénieur pour voir si ça pourrait être pris en compte. Bon, là, c'est sûr qu'on voit, ici, ce soir, là, on prend vos questions, mais aussi vos attentes et vos préoccupations. Mais ceci dit, si le quai, pour vous, c'est un élément important que vous voudriez qu'on regarde comme une solution, c'est sûr qu'on va le regarder. Je vais être assuré. C'est pas juste pour moi, il y a beaucoup de monde. Oui, je vais être assuré que ça va être pris en compte, ça c'est sûr, parce que dans le modèle, le quai va en faire partie, comme Étienne l'a dit. Mais comme piste de solution aussi, ça pourrait être modélisé pour voir effectivement c'est quoi l'impact du quai. Puis là, on parlait dans certains cas de l'agrandir. Bon, ça pourrait être modélisé en simulant un quai plus long et en voyant son effet. On l'a déjà fait pour la grave, ceci dit. Ça s'est avéré que cette solution-là n'était pas adéquate pour le secteur, et que ça n'a pas été retenu. Mais au moins,
vous aviez une réponse ou les gens qui avaient cette solution-là en tête ont eu leur réponse. Donc, effectivement, on va la regarder. Ça pourrait être dans. Oui. Vous dites que vous essayez de prévoir des solutions qui dureraient pour au moins 30 ans. Est-ce que ça veut dire que vous avez des données prévisionnelles sur 30 ans sur ce qui peut arriver sur la côte? Ben, c'est des données modélisées là, avec la firme avec qui on travaille, la salle NHC. Ils ont des modèles développés en fonction du climat passé, mais oui, avec le climat futur, puis en mettant hausse du niveau marin, puis ces données-là, puis la glace aussi. La glace est enlevée dans le modèle, donc on voit que là, s'il n'y a pas de glace, ben, c'est sûr que les comptes vont s'éroder plus rapidement. Oui, c'est pris en compte, mais ça reste une modélisation en fonction des données qu'on connaît actuellement. Malheureusement, il n'y a personne qui sait ce qui va se passer dans les 30 prochaines années. On essaie de le prédire le mieux qu'on peut. Déjà aussi, on a une station, enfin, le ministère de la Sécurité publique, puis maintenant, le ministère des Transports finance une bouée qui prend des mesures depuis 2006. La bouée est installée à Saint-Ulrich, tout près d'ici. Prend des données de vagues et de niveau d'eau depuis ce temps-là. Fait que là, on est rendu à presque une vingtaine d'années de données. Donc ça, c'est de la donnée qui est vraiment précise parce que c'est pris sur le terrain, puis c'est pas loin d'ici. Puis ça sert à calibrer les modèles. Puis là, on va chercher toute la période récente où il y a eu les plus grosses tempêtes. Là, on s'en 2010, 2016, 2022. Fait que là, on va chercher la période la plus récente où les changements climatiques, on les subit déjà. C'est qu'on voit la tendance s'accélérer. On a déjà ces données-là. Et en plus, comme Étienne l'a dit, on projette ça avec un rehaussement marin puis une disparition de glace. Ça nous donne un portrait des fois. Ça fait que les orages deviennent toujours de plus en plus gros pour se prémunir contre ces aléas-là qui vont devenir de plus en plus sévères avec le temps. Puis ici, c'est un exemple pour Saint-Luce. Donc, c'est ça, il y avait eu recharge de plage, enrichissement, puis il y avait eu un brise-dame aussi au large qui avait été analysé. Donc, vraiment une structure d'enrichissement plus au large pour venir casser la vague. Avec même le dernier exemple, c'était plus avec une recharge de plage avec ça, mais c'est ça, ça fait quand même des ouvrages qui sont quand même hauts et élevés, puis ça n'avait pas été retenu au niveau de la population. Ça donnait comme un enrochement au large qui n'est pas nécessairement agréable à voir. Là. Donc, pour ici, ce n'est pas nécessairement ces solutions-là qui vont être analysées, mais ceux qui vont être proposés par l'ingénieur en fonction du contexte de VDSAR. Ensuite de ça, on a glissé un petit peu un mot là, au niveau de la modélisation, de la conception. C'est vraiment un travail, c'est ça, on prend les données passées, puis on essaie de projeter en fonction des connaissances qu'on a à ce moment, projeter un climat futur. Puis ça, c'est fait avec la salle NHC a développé des modèles. Là, des modèles, tout l'estuaire et le golfe est séparé en petits carrés. Puis est associé à ça des données de vent, des données de vagues, des données de courant, puis de hauteur de vague. Puis ça, il y a un modèle qui est fait au niveau de l'estuaire puis du golfe. Puis ils vont faire un modèle aussi à l'échelle plus locale, où là, il est fait en fonction des données de bouée de Saint-Ulrich qui est proche. Ils sont capables de faire un modèle à plus petite échelle au niveau des sables. C'est ça qui vient faire de connaître la hauteur de vague. Ce n'est pas les hauteurs de vague maximum qu'on pourra anticiper dans les 30 prochaines années au niveau de baie des Sables en fonction de la configuration de la côte, en fonction du quai qui va être pris en compte aussi. Donc là, on est capable de voir, le niveau de vague qu'on peut anticiper, c'est ça. Il faudra avoir un ouvrage de telle hauteur. Puis ça ici, c'est justement un exemple dans le c'est Saint-Flavie ou Sainte-Luce, mais vous voyez, chacune des lignes, c'est des niveaux d'eau, des tempêtes qui sont survenues au niveau de la côte. Puis vous voyez, en bas, c'est ça, en bas, la ligne bleue, c'est la tempête du 30 décembre 2016.
donc qui va environ à la hauteur de l'enrochement au niveau de la côte à ce niveau-là. Puis ça, c'est des tempêtes qui ont été projetées pour les 30 prochaines années. Donc, on voit là, que ça atteint la route 132 au niveau de la côte. Puis là, on vient installer les différentes structures, que ce soit ici, c'est une recharge de gravier ou ça peut être un enrochement. Puis on vient confronter l'ouvrage aux différentes tempêtes pour voir s'il va y avoir du franchissement, puis si l'ouvrage va résister. C'est avec ça qu'on peut venir jouer en fonction de la dimension, de la hauteur, puis d'ajuster la géométrie de l'ouvrage. Ensuite de ça, on passe à la modélisation, conception. Je passe tout de suite aux autorisations parce que, l'action de recherche de vent d'emprunt, ça va dépendre de la solution. Si on va vers une recherche de plage, en effet, il faut trouver des vents d'emprunt adéquats avec le bon matériel, la bonne grosseur de gravier qui va être déterminée par l'ingénieur. Puis après ça, il va y avoir les plans de vie qui vont être conçus. Puis je reviens au niveau des autorisations, là, qui est la période, oui, elle vient tard dans les étapes, mais il faut la commencer le plus rapidement possible. Parce que vous voyez, il y a une série d'étapes où là, la municipalité faut déposer un avis de projet, ensuite le ministère revient avec des directives. Puis par la suite, il y a différentes étapes au niveau d'une étude d'impact, d'une étude inventaire écologique, puis après ça, là, tous les rapports qui vont être faits au niveau d'évaluation environnementale. Raphaël va y revenir un petit peu tantôt, fait que je ne m'attarderai pas trop à cette diapo, mais c'est quand même une étape qu'il faut s'attarder le plus rapidement possible. Je l'ai dit. Puis, en fait, de ça, c'est ça. Vous voyez qu'il y a plus de 10 étapes à franchir avant d'arriver à la réalisation des travaux. Puis, c'est ça qui m'amène à vous présenter là, un échéancier provisoire. Donc, vous voyez là que... Donc, vous voyez en haut, là, il y a les étapes du cadre de prévention. Donc, c'est les différentes étapes du projet. Puis ensuite de ça, c'est les étapes de la procédure environnementale qui doivent être menées là, en parallèle, je vous dirais. Puis la dernière colonne, c'est les rencontres publiques là, qui sont suggérées. En fait, là, on en fait une, il y en aura 3 autres en fonction des différentes étapes. Puis vous voyez, là, cette année, il y avait la signature de l'entente, puis une rencontre à l'automne. Puis ensuite de ça, là, on va plus tomber en 2025 où il va y avoir l'acquisition de données. Comme je vous disais tantôt, là, c'est fait soit par avion ou par bateau. Là, la saison est pas mal entamée, puis on a fait d'autres terrains cette année, donc ça va aller à l'été prochain. Donc, cette acquisition-là de données. En parallèle, c'est à ce moment-là là, que l'avis de projet pourrait être déposé au niveau du ministère de l'Environnement, puis la démarche environnementale s'entame. Acquisition de données, c'est pas nécessairement long à acquérir, mais ça prend du temps à traiter, que ça soit validé, il faut que ça soit approuvé par nous et par les autres partenaires. Puis ensuite de ça, mais ça peut être distribué au concepteur, à l'ingénieur, pour qu'il commence à regarder l'analyse de solutions. Pas très gros, hein, je l'avoue. La présentation de ce soir sera disponible. Oui, on va la rendre disponible. Oui, et c'est aussi enregistré. Donc, vous allez pouvoir y revenir sur le web. Cependant, il y avait madame à l'arrière, Pierre, après ça, ça va être quoi? Oui, oui. Parfait. Pierre? La question, il y a un budget de 11 millions. Tantôt, vous avez parlé qu'il y avait une évaluation de l'immobilier autour de 7 millions. 5 millions, je pense, mais après, 7 millions. 7 millions, donc il restait un 4 millions potentiellement. Non, pas comme ça. C'est plus la valeur des actifs. Sur le 11 millions, après tout le processus, il va en rester combien? Normalement, il devrait en rester beaucoup. Est-ce que c'est calculé indépendamment ou c'est ça que j'essaie de voir? Parce que si on arrive après le processus, il y a 2 millions. Toutes les zones, les étapes en bleu, c'est pris en charge par le MSP. Okay. Donc, il n'y a pas de somme à débourser là, mis à part au niveau de la démarche environnementale, où il va y avoir un accompagnement
la FQM à ce niveau-là. Mais après ça, la portion de la municipalité, c'est vraiment pour réaliser les travaux. Donc, le 11 millions va s'appliquer dans le monde. Dans le mot et sur la ligne jaune, sur les autorisations environnementales, avec le concours de la Fédération québécoise des municipalités, qui est notre consultant dans le dossier. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question? Oui, M. Collin. Le processus diagnostic et planification et approbation est pas mal long. C'est pas trop long, mais c'est ça. Ma question, c'est est-ce que ces projets-là sont susceptibles d'être modifiés en partie ou totalement par un nouveau gouvernement? Non, ben, en fait, parce que l'argent est déjà déposé. C'est un entente. L'argent est déjà. Il y a une entente de signer avec la municipalité. Vous avez déjà reçu 80% du montant. Non, déjà 60. 60%, c'est déjà rendu dans les coffres de la municipalité. Le reste, c'est des versements qui sont déjà prévus. Fait que non, effectivement, il n'y aurait pas, ça ne pourrait pas changer parce qu'il y aurait un nouveau gouvernement. L'entente est signée. Bon. Ouais. Merci. Ceci dit, les dépenses, monsieur, ça va être que pour la municipalité avant les travaux. Ça va être que pour les autorisations environnementales. Donc, il va y avoir un levé de la caractérisation écologique. Peut-être autour de 70 000, peut-être. Puis après ça, recherche de bande d'emprunt, mais il y en a déjà une qui a été faite dans le coin. Tu sais, il n'y aura pas tant de dépenses que ça. Ça veut dire que la plupart de ce qui va rester comme argent, là, ça va être pour faire les travaux. Monsieur? Qui donne les autorisations en question? Mais je vais en parler dans ma présentation, mais tout le monde. Oui, il y a beaucoup d'autorisations. Vous allez être surpris de voir combien de monde. Ouais. D'autres questions? Oui, Pierre. C'est pas de vous bombarder de questions. Ça soulève. L'autre élément, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup d'étapes. Vous avez parlé de l'échéancier tantôt. Je n'ai pas compris le temps que ça va prendre. Est-ce que ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? On voyait rien. On ne voyait pas. Dans le mauvais sens. Ça vaut après. On voit rien. Je vais monter sur le podium. C'est pas zoomé. Ça, c'est. Non. Donc, ça, c'est 2024 ici. C'est ce qu'on fait. Les travaux d'acquisition de données vont commencer en 2025. Les travaux d'analyse de risque, une fois que les données vont avoir été acquises, puis qu'il va y avoir des travaux qui vont avoir été faits, il y a une analyse de risque, une analyse de solution qui se fait en 2026. On va avoir à la fin de 2025, probablement cette période-ci de l'année environ, les résultats de cette première étape-là. Donc, il va y avoir une assemblée publique d'information comme ça ce soir. En 2026, on fait des analyses de risque. Parallèlement, on travaille pour trouver les bancs d'emprunt ou ce qu'on a besoin comme matériel et on continue les autorisations environnementales. Et à la fin de 2026, encore peut-être à la même période que cette année, on aura une autre rencontre, une présentation d'analyse de risque et de solutions. Donc, les ingénieurs vont arriver avec des solutions. Et en 2027, la modélisation, les plans et devis et idéalement, en 2028, les travaux vont pouvoir commencer. C'est un long processus. Oui, Martin. Pourquoi les analyses de fonds marins et les photos aériennes se font juste en 2025? Ben, comme je disais tantôt, il y a plusieurs projets qui sont commencés l'an passé, puis l'année d'avant aussi. Fait que cette année, on faisait de l'acquisition pour les projets de Saint-Ulrich, puis de Rimouski. Ils ont été signés cette année, mais c'est ça, le carnet de commandes était plein. Quand on est arrivé au printemps, là, quand les ententes ont été signées, c'était déjà trop tard pour donner des mandats pour l'acquisition. Là, par les avions, Exact. il y a d'autres options qui ont été évaluées pour pouvoir faire je sais pas, avoir des photos par satellite ou par drone, pour pouvoir avoir des souvent moins coûteuses puis plus précises. Ça se fait soit par avion, soit par drone. On peut, il y a la possibilité de le faire aussi par
En satellite aussi. Mais sur le satellite, on n'a pas la topo. Donc ça prend nécessairement un levé aérien pour ça. Parce que je me disais que ça coûte pareil de temps, si on plus vite qu'on tombe dedans, plus vite que le projet aboutit. Donc, à coup, en prenant une autre option que l'avion et le bateau, qui doivent avoir des coûts à peu près qui sont similaires, on peut sauver énormément de temps. Donc, d'argent. Le bateau, la bathymétrie, on y échappe. Non, Ça, c'est vraiment essentiel. Tantôt, Étienne vous montrait qu'il y a un modèle à l'échelle de l'histoire et du golfe Saint-Laurent. On voyait les vagues, comment ils se propagent. Ils sont capables de simuler les tempêtes, mais ce qui est important, la vague, quand elle arrive dans votre milieu, à partir de 10 mètres de profond, là, elle commence à aller interférer avec le fond. C'est super important d'avoir cette bathymétrie. Sans bathymétrie, on ne peut pas avoir de modèle de votre municipalité, puis on ne peut pas s'en aller dans une analyse d'ingénierie. C'est vraiment la donnée de base. C'est ça, on n'a pas le choix. Il faut passer par bateau. Effectivement, on est limité en nombre de projets en même temps. On ne peut pas tous les faire, les 20 en même temps. Fait qu'on les ordonnance comme ça. Il y a des gens il y a des municipalités qui ont des ententes ont été signées avant vous. Fait qu'on commence par eux. Puis après ça, on va tomber dans votre municipalité. Fait qu'on est un petit peu limité à ce niveau-là. C'est sûr, on ne peut pas dédoubler non plus pour les projets. Et ceci dit, la bathymétrie, on y échappe. Il y a pas, cette donnée-là, on ne peut pas l'avoir par satellite. On ne peut pas l'avoir par le aérien non plus. C'est vraiment par bateau. Mais il y a quand même des nouvelles méthodes. Les lidars bathymétriques. Oui, il y a des lidars bathymétriques, mais pas lidar, mais radar, je ne sais plus. Les châles, oui, lidars bathymétriques, oui, c'est vrai. Il fait ça, mais il commence à faire du drone bathymétrique sur des tout petits bateaux là, de comme 1 mètre. Il commence à faire d'autres méthodes qui sont plus efficaces et moins coûteuses. De plus en plus. Mais si je comprends ce que vous dites, même qu'on veut avoir d'autres méthodes pour prendre nos données, par exemple, déjà, ben, l'étape qui est supposée en 2026 ne pourra pas monter en 2025 parce qu'on n'aura pas le personnel, on n'aura pas les gens pour travailler sur les dossiers. Ouais. C'est pour ça qu'il est séparé comme ça. Ouais. Bon, on est chanceux parce qu'on a déjà nos sous dans notre compte déjà, donc l'entente est signée. C'est pour ça qu'on s'est dépêché. Vous avez raison, c'était d'aller chercher l'argent. Là, vous avez l'argent pour votre municipalité, là, il est zéro. Au moins, vous avez 11 millions. Effectivement, à partir de là, on va avancer au mieux qu'on peut. Là, mais effectivement, si on irait chercher ces données-là plus rapidement, on serait limité à préparer. Je vais faire, juste pour finir sur ce point-là, même si on arrivait, Étienne a présenté, il y a 9 projets juste dans la région ici. À Sainte-Flavie, en ce moment, on est en travaux, puis on a déjà une problématique de camionneurs, qui manque de camionneurs. Fait que si on avait 2 projets dans la région au même moment, ça ne serait pas possible de le faire. Les travaux seraient retardés de toute façon. Ça serait pas. Il n'y a aucun entrepreneur qui voudrait soumissionner parce qu'il ne trouverait pas assez de camions pour faire ça. C'est pas juste un enjeu. Le calendrier, il y a une raison pourquoi il est fait de cette façon-là, malheureusement. Puis on aimerait ça que tous les projets se fassent en même temps, puis que tout le monde puisse être protégé. Ça serait notre objectif, mais malheureusement, il faut les ordonner d'une façon. Sans compter qu'une procédure environnementale avec une étude d'impact, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans des fois. Juste ça. Ça peut s'étirer. Ouais. Toujours au niveau, on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, vous avez un 11 millions. Là, il va y avoir l'index. Est-ce qu'il doit être réajusté selon le dollar constant ou est-ce qu'on va arriver après 6 ans, puis le 11 millions va valoir 6 millions, 7 millions? On sait que les contrats, les entrepreneurs, ça augmente beaucoup. Donc, qu'est-ce qui est prévu avec le 11 millions? Est-ce qu'on est dans une situation où on peut arriver après 4, 5 ans, 6 ans? OK, il nous reste 7 millions, mais on ne peut pas faire grand-chose. 5 millions, on ne peut pas faire grand-chose. Là, vous allez faire un tri là-dessus, sur les montants qui restent. Comment ça va fonctionner? Là? On peut arriver avec des études qui vont être faites à moitié ou. Juste une seconde. Il ne restera pas 5 millions, 6 millions. On a un budget de 11 millions. On a 6,5 millions de placés à la banque, 5 d'intérêt. C'est 350 000 d'intérêt par année. Multiplié par 3 ans, ça nous donne 1 million de plus. Donc, on a 12 millions pour faire les travaux parce que les intérêts, ce n'est pas la municipalité, c'est tout au projet. Oui, mais ce que bien voulait dire, c'est que les entrepreneurs vont coûter plus cher. Oui, où je veux continuer, c'est qu'on a peut-être un 100 000 à dépenser pour démarrer nos démarches, comme on a expliqué tout à l'heure. Trouver des bancs d'emprunt et démarrer les acquisitions. Donc, il va rester 12 millions, grosso modo, pour faire le projet. Comment ça va coûter dans 4 ans? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me le dire? Moi, je pense que ça va coûter plus cher.
ça coûte aujourd'hui. C'est comme ça dans notre histoire. Mais combien ça va coûter de plus, je ne sais pas. Ça fait qu'on va commencer par faire nos études, faire notre projet, puis on traversera la rivière quand on y arrivera. On pourra faire nos soumissions, puis on saura combien ça va coûter. Là. Et c'est clair que la municipalité n'empruntera pas 4 millions de dollars pour combler le manque à gagner s'il en manque 4 millions pour faire notre projet. On ne pourra pas faire ça. Il y aura d'autres choses qui seraient évaluées à ce moment-là. Mais là, ce qui est très important, c'est d'aller chercher des données, puis de démarrer, arriver avec les solutions techniques le plus rapidement possible. Puis d'obtenir les autorisations environnementales. C'est quand même pas anodin, on joue dans l'eau, on joue dans le fleuve. On sait qu'aujourd'hui, c'est très sensible, le milieu marin, donc il faut être très prudent. Il faut aller chercher toutes les autorisations qu'on a besoin. Madame? Oui, moi, je voulais juste comprendre l'histoire du dimètre. Dans le fond, c'est que le fond marin, les données disponibles pour les choses, c'est le fameux dimètre. Ouais, de profondeur. Parce qu'après ça, là, les vagues, là, ça tombe. 10 mètres de profondeur. De profondeur. 1 mètre de long pour moi, 10 mètres de profondeur. Il y a un certain moment où la vague, là, à la bande, c'est aussi une ondulation. Puis à partir de 10 mètres, la vague va s'interférer dans le fond. Normalement, une vague, en fonction de la bathymétrie, là, ça va tourner en fonction de la profondeur. Ça ne se propage pas droit une vague, ça peut tourner. Puis à un moment donné, à un certain moment, quand le fond va devenir suffisamment bas, ben là, elle va déferler, elle va déployer de l'énergie, elle va déplacer des sédiments, elle va éroder. Et tout ça, c'est des choses qui rentrent dans le modèle, qui est calculé. Toutes ces étapes-là sont des équations mathématiques. Et en bout de ligne, les ingénieurs, c'est avec ça qu'ils font ça. Dans le modèle, c'est juste des équations mathématiques. C'est que la propagation de la vague, la longueur d'onde, à quel moment ça va interférer, à quel moment il va y avoir une réfraction, ça va tourner, quand est-ce que ça va déferler. Tout ça, c'est connu. L'énergie qu'elle déploie. Ça se passe de la même façon que si le 10 mètres qui est atteint très, très proche ou plus loin. Oui, c'est exactement le même. Exactement le même. Je dirais, par exemple, ici, vous avez quand même un avantage d'avoir une espèce de platier rocheux devant chez vous. Ça protège, vraiment. À Matane-sur-Mer, là, les vagues, ils rentrent sans atténuation. Le timètre qui est proche. Ouais, les vagues. Les vagues à Matane-sur-Mer, vous avez vu des fois comment ça peut être dangereux même, là. Ça passe par-dessus. Ouais. Je sais qu'ici, ils disent que le des sables, ça vient creux vite, là. C'est pour ça que je me posais la question. Ils vont l'analyser pour on va avoir les cartes très précises. Je vous dirais la réponse, on va l'avoir avec la modélisation. Ouais. Je dirais, ça va être vraiment intéressant cette partie-là. Ils vont simuler des vraies tempêtes qui se sont produites. C'est sûr que le 6 décembre 2010, ils vont la modéliser. Ouais. Monsieur? Vous avez dit que vous aviez un long historique de données à Saint-Ulrich. Est-ce que vous avez pu déterminer si le niveau du fleuve avait augmenté et à quel rythme? Bonne question. C'est pas, le ciel n'est pas tant clair ici. Dans la baie des Chaleurs, c'est vraiment clair que le niveau marin augmente, puis, parce que aussi le continent s'enfonce dans ce secteur-là. Là. Puis les îles de la Madeleine aussi. Fait que, il y a comme deux effets qui sont combinés. Fait que là, clairement, le niveau marin augmente déjà. Ici, le signal est moins clair parce que le continent continue à se soulever. Parce qu'ici, il y a eu 3 km de glace là, il y a 14 000 ans. Là. Fait que 3 km de glace, ça a fait un poids sur la croûte terrestre. La croûte s'est enfoncée. Puis depuis 14 000 ans, la croûte elle remonte tranquillement. Fait qu'on dirait que là, présentement, là, la croûte elle monte à peu près à la même vitesse que le niveau marin augmente, mais à un moment donné, le niveau marin va dépasser. Mais ce qui est anticipé, c'est autour de 30 cm là, dans 50 ans. C'est ça? On continue? D'autres questions? Oui. Moi, je suis un peu à cette famille. La question que je me pose, c'est le gravier. Après ça, ils mettent de l'enrochement. Le gravier, c'est-tu pour allonger la plage ou l'eau frise au moins ces maisons? Pourquoi ils mettent autant de gravier? C'est dispendieux, le gravier, là. Puis, c'est sûr, ça prend l'enrochement après le gravier, on va dire, vers le large. Si vous ne mettez pas d'enrochement, le gravier, ça ne durera pas longtemps. Là. Ben, en fait, oui, c'est pour ça qu'on en met. En fait, c'est pour ça qu'on met du gravier d'abord, parce qu'il est plus difficile à mobiliser. T'sais, si on mettrait du sable, là, la vague est capable de transporter plus facilement une petite particule de sable qu'un gravier.
Fait que l'idée de mettre d'un gravier, c'est qu'il va rester plus longtemps. Puis nous, ce qu'on demande à l'ingénieur, c'est de faire un design qui va durer 30 ans. Fait que l'ingénieur calcule pour qu'il y ait suffisamment de volume de gravier pour que ça dure 30 ans. Cette gravier, êtes-vous allé voir? Il fait ça avec l'enrochement, c'est ça? Non, parce qu'il il y a le quai d'un côté. Après ça, il y a l'embouchure du ruisseau Le Brun. Oui. Hein, au Gaspésiana, là. Oui. Ben, là, il y a 2 épis de part et d'autre. Oui. Pour pas que la recharge rentre en interférence avec le ruisseau. Puis, à la toute fin, après le centre d'art Marcel Gagnon, avant un autre ruisseau, il y a un autre épi rocheux. Et entre les épis, la recharge en gravier. Puis, les volumes, c'est 180 000 mètres cubes, 27 000 voyages de camion. Ça partira pas à une tempête. Non. C'est prévu de durer 30 ans. Puis, dans 30 ans, il va en rester encore. C'est juste qu'il va falloir la mettre à niveau parce que le niveau marin va augmenter. Et ceci dit, c'est ça. C'est pas. De loin un peu, il me semble que j'ai vu l'enrochement au bout de ça. Oui. Ben, c'est ce qu'on. C'est un épi, là. Oui. Peut-être tantôt, Étienne pourra vous montrer un peu des. On aura des photos. On aura des photos de vous montrer tout à l'heure qu'est-ce que c'est ça qu'on parle. Vous irez voir, ça vaut la peine. Allez faire un tour dimanche. Oui, le matériel en passant, il vient de cette année. Moi, je vois passer. Au niveau, vous avez présenté le diapo tantôt, il y avait le village, des maisons jaunes et les vertes. Ouais. Mais c'est quoi la réelle couverture de votre projet? Le territoire qui est couvert, là, vous parlez de BD-Sable, mais est-ce que c'est une section de BD-Sable seulement ou tout le périmètre du village? Donc, côtier. C'est à l'ouest du quai, là. La section qu'on a montrée, là, tout ce secteur-là va être analysé. L'ouest du quai jusqu'où, vers l'ouest? Jusqu'à la route. Je ne sais pas si on peut remettre la carte. Là. Jusqu'à la fin du village, en allant. Bâtiment, là, jusqu'aux dernières maisons. Je veux voir. Ah oui. On va le mettre. Ouais, c'est ça, c'est juste ici. Là. La côte, Je pensais qu'il y avait une petite route secondaire qui arrivait là. Non, la route secondaire n'arrive pas là, mais c'est la fin du village côté ouest. Côté est, au fil de la côte. Pourquoi ça a été limité? On fait une étude préliminaire pour dire ça, c'est probablement mieux protégé que la partie qui est plus à l'est du village. Une personne à la fois, s'il vous plaît. En fait, ça avait été analysé là, dans une étude de l'Université du Québec à l'Université. Il y avait un projet qui s'appelait Résilience côtière, puis chacune des résidences avait été analysée au niveau de degré d'exposition à l'érosion. Puis dans ce secteur-là, ben, c'est la portion ouest qui présentait le plus grand nombre de maisons avec un plus fort potentiel d'érosion. C'est pour ça que ce secteur-là a été identifié. À l'est, il va falloir que je vérifie. Il me semble que c'était pas des. Il y a au moins une maison à l'est qui a déjà eu. Oui, vous avez raison. On est en discussion avec le MSP par rapport à ce secteur-là. Donc, dépendamment des études qui vont être faites, les discussions se poursuivent là-dessus par rapport au risque du côté est du quai, dans le périmètre urbain, parce qu'on a aussi une station de pompage sur le rivage pour la municipalité. Donc, c'est important de protéger ça également. Et ça sera discuté en cours de projet. 132, c'est le ministère du Transport, c'est pas du recours, c'est pas de notre recours, c'est pas notre responsabilité. Sauf qu'on est arrimé avec les gens du transport. Les gens du transport savent qu'on fait des projets, savent. Puis, si on a s'arrimer, on va faire des démarches avec eux. Mais oui, M. le maire nous a exprimé lors de la dernière rencontre son souhait qu'on ajoute cette section à l'est. Moi, je pense qu'il me semble de vous l'avoir dit, qu'on va quand même dans l'analyse de risque inclure cette portion-là. Et on verra après dans l'analyse de solution à quel secteur on va affiner. Puis en fonction, éventuellement aussi, il va y avoir des estimations de coûts. Là, au fur et à mesure, il va y avoir des solutions à analyser. Et après ça, ben, il va y avoir des choix qui seront faits à ce moment-là. Merci. Oui, ça va. C'est aussi si on veut considérer justement le quai
comme solution, il faudrait quand même garder les deux bords. Je ne peux pas juste garder un bord. Ça va? On progresse? Ça fait le tour avec de mon côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute façon, on va présenter les gens. Raphaël de FQM va nous faire sa présentation. Il sera toujours possible, si vous avez des questions, de reposer des questions à Étienne ou à Jean-Denis avant la fin de la rencontre. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on passerait à Raphaël, s'il vous plaît. Pour elle, il y aurait juste la moitié. Je vais dire de ma tablette. Oui, je vais peut-être aller le C'est-tu parce que vous n'avez pas de données pour aller au-delà de 30 ans? Ou la question, ça me semble vraiment court comme temps. C'est souvent parce que c'est un peu la durée, on pourrait dire, normale d'un ouvrage. Un ouvrage de protection, habituellement, c'est à peu près sa durée de vie, en termes d'années. Puis, tu sais, des projets de recharge, là, on pourrait décider aussi d'en mettre moins, puis que ça dure juste 5 ans, puis qu'on revienne aux 5 ans. Ça pourrait être un choix aussi. Sauf que là, l'entretien est à la charge de la municipalité. C'est pour ça qu'on se donne un horizon de temps un peu plus long pour dire, ben, la municipalité, on vous donne un ouvrage, puis on estime que sa durée de vie sera de 30 ans sans entretien. La municipalité, elle a les coûts des franges pour les 30 prochaines années, à moins qu'il arrive un événement exceptionnel qui viendrait faire des prix à la recharge. Dans ce temps-là, le programme général s'applique parce que c'est considéré comme une infrastructure ubérisée. Alors là, le programme général peut s'appliquer pour venir réparer l'ouvrage. Puis après 30 ans, là, ça devient à la municipalité. Non? C'est quoi? À ce moment-là, La durée de l'ouvrage est 30 ans, donc c'est la période d'amortissement. Dans 30 ans, c'est des travaux, j'imagine, pour reprotéger. Le ministère va s'impliquer, le gouvernement. On n'aura pas plus de taxes pour faire ça. Ceci dit, nous, dans les modélisations. Oui. Et ceci dit, dans les modélisations, là, on demande aux gens qui font la modélisation de faire une simulation pour de 30 ans à 50 ans. C'est comme pour voir après 30 ans, qu'est-ce qui va rester comme recharge. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous mettiez comme volume supplémentaire. Et ça va vous donner une idée de la pérennité de cet ouvrage-là. Ça fait un concours au conseil municipal, ça rien à ce moment-là. Il y a des clés de protection qui avaient été faites dans les années peut-être 60, 70, en bois et même en ciment qui existent encore. Ça fait bientôt 30 ans. 50 ans, c'est Oui, effectivement. Et, oui, en fait, c'est de 30 à 50 ans les ouvrages de protection. Là. Mais nous, on y est allé pour 30 ans. Parce qu'il faut comprendre aussi que si on met pour 50 ans, on va grossir encore plus les volumes, encore plus. On est rendu à 27 000 voyages de gravier à Sainte-Flavie pour 30 ans. Je pense que c'est une limite raisonnable. Oui, mais je veux dire, les kits de protection comme il y avait avant, les vrais kits. Ah oui, mais il y en a qui après. Les terrains. Il y en a qui après 5 ans, ils ne sont plus là aussi. Là. Non, mais il y en a qui sont encore là. Oui. Mais vous avez raison, il y en a qui sont plus résistants que d'autres, mais il y en a aussi qui ne durent pas longtemps. Parce que ça va dépendre de où ce que tu es. Oui. À force de prendre la banque, d'enlever, pas d'enlever. Il faut ajouter aussi qu'il y a quand même une grosse incertitude associée au changement climatique pour après 30 ans. Là, si on lit les rapports du GIEC, notamment les spécialistes en changement climatique, là, ils s'entendent pas mal tous pour dire qu'on a une certitude quand même élevée pour les 30 prochaines années, puis après ça, peut-être que le climat va s'emballer, peut-être qu'il va y avoir autre chose qui va se passer, puis c'est vraiment dur de prédire qu'est-ce que ça va avoir l'air. Donc, ça serait dur de construire quelque chose qui serait bon pour les 50 prochaines années, parce que c'est ça, notamment pour toutes les raisons que tu as énumérées, mais aussi en termes de changement climatique, il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui flottent en ce moment. Mais 30 ans, c'est quand même pas long. Tu prends toute
la côte du Collège de Québec, là, on veut dire qu'il n'y aura plus d'argent. Oui. Et c'est des gros enjeux qu'on va avoir à faire face, c'est sûr et certain. Monsieur Forêt? J'avais parlé tout à l'heure que le quai pourrait faire partie de la solution. Est-ce que le quai, si on prolonge 500 pieds comme il était jadis, avec un aile est-ouest, est-ce qu'il pourrait servir un jour comme port de refuge pour les bateaux en perdition? On sait qu'en Matane et Rimouski, il y a des quais, il y a 80 km. Est-ce qu'on pourrait servir, qui pourrait être un port de refuge possible? Je pense que ça va être une solution qui va être étudiée, mais à ce stade-ci, on ne peut pas vous dire oui, c'est ça qu'on va faire, puis on s'en va dans cette direction-là. On n'a encore pas de données sur lesquelles se baser ou à peine. Ça pourrait être une solution qu'on pourrait évaluer. Sauf que les coûts pour des ouvrages portuaires, C'est astronomique. c'est vraiment élevé. Là, on va dépasser de loin le budget de plus on s'en va profond dans l'eau, plus que là, il faut remblayer, puis il faut mettre du matériel. Plus les autorisations environnementales sont dures à obtenir aussi. On détruit l'habitat du poisson, c'est des Des compensations. C'est compliqué. Et là, ça intervient aussi avec la voie navigable, donc le Transport Canada embarque là-dedans. C'est sûr, ça complique un peu les choses. C'est pas pour la question. Mais c'est ça, exact. Puis on peut l'étudier aussi, si c'est quelque chose que vous pensez qui pourrait être une bonne solution, comme Jean-Denis disait, on va l'inclure dans notre analyse des solutions. Ça va être une des solutions qu'on va demander qu'il soit étudiée. Voilà. Notre ingénieur, d'ailleurs, a travaillé pour Travaux publics Canada dans sa carrière. Donc, il faisait des designs de port. Donc, il est bien outillé pour répondre à cette question-là. Ça s'appelle comment? Yann Ropars. Yann Ropars. Une question. Saint-Just avait été rechargé combien de fois la plage depuis le début? C'était dans quelle année? La première recharge à Saint-Just, c'était 2014. Il y avait eu un volume quand même qui avait été comparé à, je ne sais pas les volumes en tête. J'en ai sur des diapos. Mais en fait, la première recharge, c'était un projet pilote. Lui, il n'avait pas été conçu pour durer 30 ans. Donc, c'était un ouvrage qui était prévu avec des entretiens réguliers. Donc, dans le fond, Sainte-Luce, il était fait en 2014, puis il y a eu une C'est la première fois, c'est en 2014. Oui, c'est ça. Puis c'était comme ce qui a été fait à Sainte-Flavie, qui est en train de se faire à Sainte-Flavie. C'est un diamètre moyen d'autour de 10 mm, donc 1 cm de gravier en moyenne. Puis, je sais pas, ça m'énerve de ne pas avoir ces volumes-là en tête, mais ce n'était pas des gros volumes, en fait. La plage a été rehaussée, là. Encore aujourd'hui, la plage est 1,5 m plus haut qu'elle était en 2010. Puis, elle sert encore de défense. Vous n'avez jamais entendu parler de franchissement à Sainte-Luce comme il y a eu en 2005, comme il y a eu en 2010, comme il y a eu en 2010. Ça fait office de protection encore. Mais il y a eu une mise à niveau en 2022. Donc, en grosso modo, en attendant de faire les travaux, l'ingénieur nous a suggéré de faire une recharge temporaire, juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de franchissement. Puis, en 2022, puis là, il y a un projet global qui est regardé. Ceci dit, ultimement, la plage va être rehaussée de presque 3 mètres. Mais actuellement, là, la plage est encore rehaussée d'1,5 mètre par rapport à 2010. Donc, le matériel n'est pas parti. C'est prévu que ça durerait. Non, mais c'est pas que ça ne dure pas. C'est qu'il y a encore 1,5 mètre plus haut que ce qui c'était. Puis le matériel n'est pas parti. Là. Il est encore là. C'est un peu plus étalé. Mais le matériel il est là. Il n'est pas emporté par la mer et il est envoyé au large. Il fait juste se déplacer un peu latéralement, s'étale. Puis un petit peu vers le large. La pente s'adoucit.
Mais ça a quand même dû être chargé après 8 ans. Oui, parce que cet ouvrage-là était prévu comme ça. Ok, c'est ça. Parce qu'il y avait, mais c'est pas un ouvrage qui avait 25 000 voyages de camion. Non, ben, Il y en avait peut-être, 10 700 mètres cubes. On parle environ de 100. Peut-être 100. Moi, j'ai lu comme 150 camions. Ouais. Non, ça ne se compare pas, là. C'est vraiment un premier projet, projet pilote, puis ça n'existait pas à l'époque non plus modélisé. Il n'existait pas de modèle de vague au large comme présentement. La conception a été faite avec les connaissances de l'époque. Et après ça, il y a eu Percé. Percé, en 2017, c'est le premier projet qui a eu de la modélisation, puis les premiers modèles de vague au large. Fait que là, déjà là, on tombait dans une démarche scientifique beaucoup plus évoluée. Puis depuis ce temps-là, il y a eu quand même Lagrave, il y a eu Cap-au-Meul, il y a eu Pointe-aux-Trembles, puis là, Sainte-Flavie. Là, puis les modèles continuent d'évoluer. Là, on est rendu à des projets vraiment matures. J'aimerais ajouter aussi là-dessus qu'on suit aussi les plages. Fait qu'on suit comment les sédiments ils bougent dans l'espace. Fait que ça permet aussi d'affiner les modèles et d'affiner la conception pour les projets d'après. Fait que, on ne fait pas juste les laisser là, puis en espérant que dans 30 ans, ça va être beau. Comme on les suit, puis on se tient au courant de ce qui se passe. Voilà. Ça va? Donc, Raphaël, Oui, je commencerai ma présentation. Je vais probablement répéter un peu les questions qu'on a posées, mais je vais essayer de rendre ça quand même aussi plaisant. Bonjour. Je suis professionnelle en génie côtier à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, c'est ça, je suis là aujourd'hui pour vous présenter un peu le rôle de la FQM. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce projet-là, qui on accompagne, c'est quoi sur quelle étape on va être là, puis c'est ça. Puis aussi vous présenter, on a parlé de beaucoup de projets qu'on a faits, puis j'ai des belles photos à vous montrer, fait que ça va vous donner aussi une idée des poids, puis c'est ça. Donc, on va commencer par présenter, c'est ça, la FQM, notre expertise, notre rôle dans ce projet-là. Ensuite, des exemples, puis l'échéancier, Étienne l'a déjà présenté, fait que je pense que je vais passer rapidement là-dessus. Donc, la FQM, c'est un organisme, c'est un OBNL, donc un organisme à but non lucratif. On est présent à travers la province du Québec au complet. On accompagne plus de 1000 municipalités à travers le Québec, surtout des petites et moyennes municipalités comme vous. Donc, on a des bureaux dans ces 9 endroits-là, donc présents vraiment dans tout le sud du Québec. Puis, on a différentes expertises au sein de la direction d'ingénierie, infrastructure et adaptation au changement climatique parce qu'il y a différents volets de la FQM. Donc, nous, on fait partie de l'ingénierie. Donc, on a du traitement des eaux, de la géomatique, de l'architecture, de l'approvisionnement municipal, de la gestion des actifs, bref, toutes sortes d'expertises en ingénierie et infrastructure. Donc, c'est ça. Je vous en parlais un peu. Là, on a des ingénieurs civils, lignes côtiers comme ce qu'on est là aujourd'hui, hydraulique, c'est ça. On fait bien des affaires. Puis l'équipe grossit beaucoup aussi, fait qu'on a de plus en plus de personnes qui sont là pour accompagner les municipalités. Donc, notre rôle dans ce projet-là, ça va être le support à la gestion de projet. Donc, c'est ça, c'est comme tout ce qu'on fait avec Sainte-Flavie en ce moment. Donc, on est là pour faire la surveillance des travaux. On était là aussi pour toutes les étapes de plans et devis. Pour l'obtention des autorisations environnementales, qui c'est quand même un gros chunk, comme on dit en bon français. C'est ça, on est là sur toutes ces étapes-là. Puis on travaille aussi beaucoup avec le MSP, on se parle souvent. On est bien coordonnés, disons. Donc, les études préliminaires, on en a parlé tantôt, là. On peut changer de page. Donc, c'est ça, la recherche de matériaux. Ça peut influencer aussi le choix de projet qui va... l'analyse des solutions va être faite, mais dans l'analyse des solutions, ce qui est pris en compte, on parlait tantôt de caractérisation écologique, d'acquisition des données bathymétriques et compagnie, mais aussi la disponibilité des matériaux dans la région. Donc, si on sait qu'il n'y a absolument aucun gravier qui est disponible dans la région, peut-être qu'on va choisir plus un enrochement parce que finalement, ça coûterait trop cher d'aller chercher les matériaux par barre, par exemple.
Donc, c'est quelque chose qui est pris en compte. Donc, on va faire des études préalables pour pouvoir savoir, ils sont où les matériaux, c'est quoi leur qualité, est-ce qu'ils sont de bonne qualité, assez pour pouvoir protéger la côte. Puis, c'est ça. Donc, ça, c'est une des études qu'on va faire préalablement. Ensuite, on va faire aussi des relevés des infrastructures existantes. J'ai marché un peu sur la plage tantôt, j'ai vu, il y a des émissaires qui sortent, des ponceaux, il y a déjà des enrochements qui sont là, des murs de soutènement, des murs de protection. Donc, ça, c'est tous des ouvrages qu'on prend en compte puis qu'on va relever pour pouvoir l'inclure dans les plans de vie puis dans la conception aussi. Aussi, une analyse hydrologique des émissaires. Donc, je ne sais pas si c'est le cas ici. Y a-t-il une rivière qui sort en rentrant? Un petit ruisseau? Maintenant, il y a un ruisseau à l'entrée du village. Oui, mais dans le secteur couvert. Dans le secteur couvert, il n'y en a pas. OK. Bon, dans ce cas-là, on fait l'étude des émissaires, donc ceux que j'ai remarqué sur la plage. Donc, on veut être sûr que si on met un enrochement ou si on met une recharge de plage, que l'eau puisse continuer de s'écouler quand même, parce qu'on veut que ça coule. Donc, ça, c'est une des études préliminaires qu'on va faire. Puis ensuite, la mise en plan de pas mal toutes ces infrastructures-là pour pouvoir faciliter le travail de l'entrepreneur puis la conception aussi. Une autre étude, c'est l'étude d'impact environnemental, qui est un gros processus, comme Jean-Denis le mentionnait tantôt. Ça peut prendre plusieurs années comme processus. Puis ça inclut de la caractérisation écologique, terrestre et aussi dans l'eau. L'étude archéologique, puis l'analyse granulométrique du substrat, donc la plage en place, puis dans l'eau. Donc, on en arrive justement à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, je à dire, étude d'impact, communément appelée. Mais donc, c'est ça, il y a différentes étapes. Ça commence par l'avis de projet. Donc, on contacte le ministère de l'Environnement en leur disant « Hey, salut, on existe, on s'en va faire un projet. Voici le projet qu'on prévoit faire. » Là, il nous revient avec une directive. « OK, pour faire ce projet-là, tu as besoin de considérer tel facteur. » Donc, ça, nous, on va partir en appel d'offres avec ça, puis on va pouvoir faire affaire avec une firme qui va nous faire toute l'étude, qui va nous accompagner dans cette étude-là. Puis c'est ça. Ensuite, toute l'étude va être réalisée, puis ça inclut toutes les dimensions consultation autochtone, écologie et compagnie, mais aussi tout l'environnement humain. Donc, vous consultez, vous, c'est quoi vos préoccupations, c'est quoi vos craintes ou c'est ça, ça confie tout ça, l'étude archéologique, c'est tout là-dedans. Vous avez probablement entendu parler de l'étude d'impact avec Northvolt en ce moment, là, on en entend beaucoup parler. Donc, c'est ça à quoi on fait référence, mais cette fois-ci, c'est pour le milieu côtier. Donc, après tout ça, on va être capable, une fois que ça a été remis, que les séries de questions ont été envoyées, donc le ministère nous revient avec des séries de questions, nous dire, OK, changer telle chose dans le projet pour que ça s'accorde mieux avec l'environnement. Une fois que tout ça c'est fait, ils vont pouvoir émettre un décret et nous dire OK, allez-y avec le projet. Puis après ça, il va y avoir des suivis qui vont être faits aussi, puis on va devoir leur donner des suivis de l'environnement après le projet. Dans notre mandat, il y a aussi beaucoup d'estimation des coûts qu'on fait. Jean-Denis, il le mentionnait tantôt, là. Donc, tout au long du projet, on fait différentes itérations des budgets, de l'estimation des coûts des travaux selon les différentes solutions. Donc, ça donne aussi une idée de si une solution est viable ou non avec le budget qu'on a. Finalement, plan C2J, ça va permettre, on en a besoin pour les autorisations environnementales, mais aussi pour les travaux, évidemment. C'est ça. Monsieur, vous posiez la question tout à l'heure. Ça, c'est toutes les autorisations qu'on a besoin d'avoir. Donc, on ne voit pas beaucoup, là, mais ici, on a juste... Ça, c'est le ministère de l'Environnement du Québec. Puis là-dedans, il y a 5 autorisations différentes. Ça, c'est le ministère des Pêches et Océans. Il y a 2 autorisations différentes. Ensuite, on a la municipalité, les MRC, le ministère de la Culture, les communautés autochtones, le ministère des Transports. Il y en a beaucoup. Fait que la procédure est longue. Ça, c'est en dehors de toute la procédure d'étude d'impact. Ça, c'est une fois que l'étude d'impact est terminée, là, il faut tomber en demande d'autorisation environnementale. Donc, tout ça. C'est pour ça que c'est long. Ça prend longtemps. Puis, vous connaissez les délais ministériaux. Ça aussi, ça peut prendre longtemps. Donc,
faut être patient, malheureusement. Et après, ben, on tombe en appel d'offres, surveillance des travaux, bon, les devis pour appel d'offres, les addendas, l'analyse des soumissions. Là, ça, c'est Sainte-Flavie, on en parlait tantôt. Sainte-Flavie qui est en travaux actuellement, ça, c'est le Ketch. OK, ils sont en train d'amener des matériaux puis de les mettre en place sur la plage. Ils devraient terminer la section du Ketch demain. Si vous voulez aller le voir cette semaine, il va y avoir une section de terminée. Ça vous donne une idée d'un peu des dimensions de cet ouvrage-là. Puis c'est pas mal ça. Ben là, je vous présenterai différentes protections. Là. On en a parlé, ben tiens, on en a parlé un peu. Là. Les murs de protection, je dirais que c'est pas vraiment quelque chose qu'on encourage parce qu'on a vu les conséquences que ça a, les murs. Perte de l'abaissement du niveau de la plage, beaucoup de réflexion des vagues, beaucoup de franchissement aussi. Donc, ça ne protège pas réellement sur le long terme. Donc, ce n'est pas nécessairement une solution qu'on va mettre de l'avant. Oui. Là, mon père a dit, il y a 70 ans qui existe encore pour les gens qui ont la maison, qu'on vient de rénover ce traitement. Oui. Sur le long terme, ce n'est pas la solution qui est en Celui-là que Gabi, mon grand-père, son père a construit il y a 100 ans, 70 ans. Il existe encore, puis il est encore. Il protège la maison encore. Ça protège jusqu'à un certain point. Puis, je dirais qu'un mur de protection, c'est surtout un ouvrage qui va être bon individuellement, mais pas pour une communauté. Puis là, on vise un projet qui est global pour la municipalité en entier. Donc, c'est ça. On veut, sur le long terme, éviter l'érosion côtière, mais le mur, c'est pas l'idéal pour ça. Il y a le Saint-Malo en Bretagne est entouré de murs. Encore. Oui, Daniel. Question 11 millions, ça semble beaucoup, mais à Sainte-Flavie, comment ils ont investi pour les 25 000 voyages britanniques? Combien coûte le projet de Sainte-Flavie? Complètement de la plage. Ça coûte combien, ça? Plus pour... Le projet est sorti à 25 millions. La municipalité sa participation financière était plafonnée. 100 000. Autour de 100 000. 100 000, parce qu'eux, il y avait déjà eu. Excusez, pouvez-vous répéter la municipalité avec quoi? Le budget, le projet est sorti en soumission à 25 millions. La contribution de la municipalité était plafonnée à 100 000 Il y avait déjà eu un autre projet avant qui était de déplacer les résidences. On avait eu déjà une première entente de 5,5 millions, où là, il y avait eu une participation financière qui était plus élevée. Là, c'est comme si la deuxième entente était pris en compte la première participation financière qu'il y avait. Là, il restait un résiduel de 100 000 seulement à payer sur le deuxième projet. Oui, mais le rechangement de la plage à 25 000. Oui, mais elle est bien plus longue. Aussi. Juste une personne à la fois, s'il vous plaît. C'est combien par rapport à ici les actifs protégés? On parle de 25 millions, mais c'est quoi c'est beaucoup plus long que ça. C'est 32 millions d'actifs. C'est 32 millions d'actifs comparativement à 17 millions d'actifs à protéger. Donc, on n'est pas dans les mêmes, à peu près du 5 au 12. Oui. C'est une bonne question, Daniel. José? Combien de maisons ont été de propriétaires appropriées à Sainte-Flavie? Ont été déplacés. Ils ont été déplacés, oui. Il y a le premier projet là, de déplacement en prévention. Là, on a rencontré 30 personnes. Puis là-dessus, il y en a 22 qui ont accepté de se déplacer volontairement. Puis il y en a, ça veut dire qu'il y en a 8 qui ont refusé l'offre. Puis il y en a 22 qui ont accepté. Puis tout ça, ça faisait à peu près 5,5 millions. Ils ont eu des offres de relocalisation. L'offre maximale, dans ce temps-là, c'était. Dans ce temps-là, je pense que c'était 325 maximum que les gens pouvaient avoir. Ou ce qui était le montant le plus bas, là, ou la valeur de reconstruction de leur résidence. Et si la valeur de reconstruction de leur résidence était 200 000, bien, ils se faisaient offrir 200 000 $. Mais s'il y avait une maison d'1 million, bien, le plafond, c'était 325 000 à l'époque. Maintenant, c'est 385 000. À l'époque, c'était en quelle année? C'était en 2010.
2018-2019. Avant la pandémie. Avant la pandémie. Dans le choix, est-ce que les gens avaient le choix, soit de prendre l'argent ou soit de déplacer leur maison avec cet argent-là, puis de s'acheter un nouveau terrain, de se faire une autre fondation. Il y en a quelques-uns qui ont décidé de déplacer leur maison, mais la plupart avaient pris l'argent. Là, au total, il y a 30 maisons qui sont parties de... 22. 22. Il y en a 18 à Sainte-Luce, il y en a eu 16. Non, qui sont partis aussi. Ouais. C'est un projet pilote. On a fait une tentative, puis finalement, ça a été quand même un succès. Parce que justement, sur 30 personnes rencontrées, il y en a 22 qui ont accepté. Puis présentement, à Maria aussi, il y a un autre projet en cours de déplacement de toute la Pointe Verte. Là, ça vise une cinquantaine de résidences. Puis là aussi, ça va être un programme volontaire. Puis là-bas, maintenant, on apprend des projets antérieurs. C'est que là, avec les gens, on va essayer de penser à un nouveau quartier pour que les gens aient envie de rester aussi, au lieu de s'en aller. Donc, ça fait partie de la nouvelle réalité de nos projets. Parce que la Pointe Verte, on faisait des simulations en climat futur, puis ça devenait invivable à long terme parce que les niveaux d'eau étaient trop hauts. Les gens étaient inondés, même avec des ouvrages de protection. Et ça a été le choix qui a été décidé pour une portion de Maria. Ça... Fait que les murs de protection, si je comprends bien, je ne sais pas c'est qui était venu à une séance d'information. Les gens de l'UQAR avec l'Université Laval. En tout cas, je ne sais pas si c'était le mur de protection, mais dans le fond, si j'ai bien compris, c'est que ça protège, ça peut bien protéger les résidences ou la côte, mais ça accentue l'érosion, puis ça fait baisser la plage. Dans le fond, là, le processus que ça fait, là, dès que les vagues vont frapper le mur, puis après ça, ça va créer un courant par en dessous. Fait que là, ça va faire que les sédiments ils vont partir vers le large. Pardon? Le mur est mal fait au point de départ. Tu n'as pas de retour de vague qu'on appelle. Ça va être intéressant quand on aura le projet, consultation technique, ça me fait plaisir de faire valoir ton expertise. Les autres ouvrages qu'on étudie, c'est les enrochements puis les rip-rap. Donc, on a une question. Au niveau des enrochements, dans le passé, pour les années, il y a 15 ans, c'était la MRC qui déterminait, c'est avec eux, on demandait un permis, puis il y avait une expertise qui venait de mettre des piquettes, la ligne des autos, des autres, hautes autos, Québec. Après ça, après le mur, il y avait un dessin d'ingénieur. Ça faisait l'affaire. Est-ce qu'il y a encore un rôle? Il n'y a plus de rôle maintenant pour du MRC? Dans le projet de protection des vies. Il est parti. Non, Valérie, c'est encore là. Oui, bonjour. Valérie Charret, directrice aménagement et urbanisme à la MRC de la Matanie. En fait, l'expertise de la MRC se limite à l'émission d'autorisation pour les enrochements. Actuellement, avec les normes d'érosion côtière, c'est possible pour les citoyens de faire des demandes de permis d'enrochement individuel. Donc, c'est-à-dire que nous, en termes de cadre réglementaire, on ne l'autorise pas sur l'individuel. Donc, si la municipalité a un projet de façon globale, là, actuellement, ça va être possible de faire avec les normes d'érosion côtière. Je résumerai ça de cette façon-là. Si on n'est pas dans la partie qui est soumise à l'étude, est-ce qu'on va pouvoir s'inspirer des solutions qui vont aider les faire accepter par la faire lever les interdictions, ça va vous prendre des études d'ingénieurs, bien entendu, pour aller là. Non, pas ceux-là qui vont être faits pour spécifiquement la partie de la collectivité de BDSA, mais spécifiquement pour votre terrain à vous, si vous voulez faire lever les interdictions pour votre terrain, il va devoir avoir un ingénieur qui va se déplacer pour aller étudier les conditions de votre terrain à vous. Donc, actuellement, c'est ce qui est prévu pour faire la condition des levées. Puis ça, c'est seulement en érosion côtière. Éventuellement, on va avoir un code normatif qui va gérer aussi la submersion, chose qu'on n'a pas actuellement parce qu'on n'a pas des cartes qui sont développées. Mais pour la partie érosion, c'est comme ça qu'on fonctionne à la MRC présentement. Ça va? On continue? Oui, donc enrochement rip-rap, c'est deux solutions différentes. Là. La photo de droite, c'est un rip-rap, puis la photo de gauche, c'est un enrochement. La différence, c'est surtout le calibre des roches qui sont utilisées. J'ai remarqué que sur la plage ici, il y a des gros calibres de roches qui sont là. Donc, c'est plus des enrochements.
riprap, la pente va être beaucoup plus douce, donc ça va être plus comme une plage à pic, mettons. Puis ça va être des roches plus de ce dimensionnement-là, disons, plutôt que plusieurs mètres. Donc, tout ça, c'est différent, dépendamment des conditions de plage, une ou l'autre de ces solutions-là va être envisagée. Il y a des épis aussi, mais vous allez reconnaître lui de gauche, c'est le vôtre, c'est votre quai. L'épi de droite, c'est lui qui est à Saint-Flavie, qui vient juste d'être construit à Saint-Flavie. Je pense qu'il n'était pas encore fini là-dessus, mais ça donne une idée quand même de quoi ça a l'air. On ne fait pas vraiment de champ d'épis, c'est-à-dire des épis à tous les 50 mètres, par exemple, mais ça va être étudié. Puis souvent, les épis sont utilisés comme à Saint-Flavie pour retenir les sédiments dans le cadre d'une recharge de plage, par exemple, pour éviter que les sédiments se déplacent de chaque côté de la recharge de plage. Ensuite, on a des brise-lames au large, comme Étienne en parlait plus tôt. Donc ça, c'est vraiment un amoncellement un enrochement, mais qui va être parallèle à la côte, au large. Donc ça va permettre aux vagues de briser, de déferler avant d'atteindre la côte. Donc ça va limiter l'érosion côtière. Puis ça va aussi capter les sédiments entre le brise-lame puis la plage. Donc ça, c'est vraiment pour éviter l'érosion. Est-ce qu'il peut y avoir un brise-lame comme ça, mais sous-marin? Oui, ça existe. Okay. Ouais. Bon. Eux-mêmes, la première fois que j'ai vu cette photo-là, je trouvais qu'ils étaient vraiment proches de la plage. Oui, c'est ça. Je me demandais si ça dit. Ouais. Puis la vague vraiment plus loin. Ouais. Oui, Oui, être plus au large, comme en Bretagne, faire de l'énergie houlomotrice avec des caissons qui flottent et qui produisent de l'énergie. Ça serait vraiment cool. Ça ralentit l'érosion, ça ralentit les vagues. Oui, moi, je suis vraiment d'accord avec ça, mais c'est ça. Il y a les glaces. Mais c'est ça. Les glaces, c'est quand même un peu revenu. Il a un peu compliqué les choses. L'autre élément aussi qui complique les choses, c'est qu'on a quand même des niveaux de marée qui sont hautes ici. Fait qu'autour de 3,5 mètres de marnage entre la marée haute et la marée basse. Ça veut dire que le brise-lame, il faut au moins qu'il y ait cette hauteur-là. Fait que ça fait des ouvrages qui sont vraiment hauts. Ça produit plus d'énergie que des caissons flottants dans ce temps-là. Oui, mais je veux dire, là, je parle de brise-lames, je ne parle pas des caissons flottants. Mais ceci dit, parce que souvent, on voit ça en Europe, les brise-lames au large. En Europe, dans la Méditerranée, ils n'ont pas des grosses marées. Fait que là, ces ouvrages-là, ça fonctionne quand même relativement bien. Mais ici, ça fait que ces brise-lames-là seraient tellement monstrueux. À marée basse, ça ferait des gros murs de roches au large. Pas sûr que vous aimeriez ça. Merci. Merci. Bon, finalement, les recherches de plage, ça, c'est celle de Cap-aux-Meules, aux îles de la Madeleine. Un projet qui est terminé. Puis, je changeais ici, merci à tous. Puis ça, c'est lui de Pointe-aux-Outardes, celle de Pointe-aux-Outardes, pardon. Donc, c'est 2 plages, puis des plages suspendues. C'est comme vous parliez, monsieur, je ne me rappelle pas, avec un enrochement au bas de la plage. Donc, ça va être un enrochement qui va revenir. Ça, c'est une plage suspendue. Donc, il va y avoir une espèce de brise-lame qui va être créée au bas de la plage ou avec des géotubes ou avec une autre structure qui va retenir les sédiments pour empêcher que ça aille vers le large, pour la maintenir dans un chunk. Là. Puis pour utiliser moins de sédiments aussi. Voilà, ça c'est une plage suspendue. Finalement, il y a des projets pilotes qu'on fait dans certains de nos autres projets, notamment à Pointe-aux-Outardes. Là, Sainte-Flavie aussi, on fait des projets de génie végétal. Donc, en plus d'une recherche de plage, on va essayer de revégétaliser la plage pour limiter l'érosion par le vent. Il ne devrait pas trop en avoir dans du gravier, là, mais on essaie de stabiliser un peu plus avec les racines des plantes, puis aussi de rendre ça visuellement plus beau, parce qu'il y en a des plantes en ce moment, puis c'est beau, fait que ça serait le fun d'en avoir plus. Donc, ça, c'est juste des espèces qui existent sur les côtes, puis qu'on essaie de transplanter et d'ensemencer. Peut-être pas ici au village, parce que c'est visé, là, mais moi, j'habite à Saint-André plus par là-bas. Ça fait plusieurs années, là, je me souviens plus du nom de l'organisme qui ont planté beaucoup d'élimes des sables, puis de rosiers sauvages aussi. Puis ça fonctionne vraiment. Parce que j'ai perdu, là, je dirais, une vingtaine de pieds de terrain avant qu'ils commencent ce projet-là. Puis depuis qu'ils ont fait ça, ça ne bouge plus du tout. C'est quand qu'ils l'ont fait?
C'est en 2019. OK, quand même. Ça fait une couple d'années. Vous avez eu une couple de bonnes tempêtes depuis. Ah oui, puis pour vrai, le terrain ne recule plus. Là. Ben, c'est pas c'est l'autre bord de la route, là, tu sais, mais ça fonctionne. Puis ça se propage vraiment beaucoup sur les lignes des sables. Là. Puis dans le sable, pas juste comme sur mon terrain gazonné, mais vraiment dans le sable, ça fonctionne. Ben, c'est ça les tests qu'on est en train de faire à Sainte-Flavie. C'est avec de l'hélium des sables, notamment. Puis, on se croise déjà. Ben, ça fonctionne bien. Oui, c'est des projets pilotes, mais très intéressants aussi. C'est ça, c'est les essais qu'on fait à Pointe-aux-Uternes en ce moment. Donc, on avait fait différents. Je dis on, là, mais je n'étais pas là à ce moment-là. Mais dans le fond, c'était différentes parcelles. Donc, il y avait des différentes recettes. Par exemple, cette plantation-là, il y avait juste du sable puis de la terre végétale, un mélange 50-50. Après ça, celui-là, c'était juste du sable, ainsi de suite, là, différentes recettes qui avaient été testées. Donc là, on est en train de récolter les informations par rapport à ça. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis c'est ça, on essaie d'affiner la recette pour que ça fonctionne mieux. Parce que c'est sûr que piqueter, donc transplanter plan par plan, ben, ça coûte vraiment cher. Donc, on essaie de faire des hydro-ensemencements pour planter à grande échelle. Puis que ça soit efficace. Ouais, c'est genre une grosse arrosoir, là, mais avec, imagine une ville qui arrose des plantes, mettons, là, avec une grosse. C'est juste qu'à l'intérieur, il va y avoir des genres de copeaux-bois, c'est ça? Il y a un peu de paillis. Un peu de paillis. On voit ça sur le bord des routes, souvent du MTQ, là, il y a comme du Les pentes plus fortes. plus fort, ça vient coller les semences au sol. Il y a ça, la végétation par il germe, puis éventuellement, il pousse. Ouais. Ben, c'est très efficace comme méthode si ça arrive à bien pousser et à bien prendre. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de rentrer des semences, des lignes des sables dans soit adapté au niveau côtier. Puis, c'est quoi le truc bleu-vert qui fait que. C'est un mélange de. Pas du chien. Non, c'est comme de l'amidon. C'est un liant, c'est comme une colle naturelle. C'est ça, c'est un liant naturel qui dans le fond, ils mettent une couleur qui ont appliqué. Ben, probablement, oui. Probablement. La question, ça. Oui, c'est ça, c'est pour les coller au sol. C'est surtout fait pour les pentes très fortes, très efficaces. Ça dérape pas. Oui, en juste aux temps, vous avez la recherche de plage, vous l'avez monté de combien de hauteur? Ça a été jusqu'à maintenant, avant Sainte-Flavie, c'était la plus grande recharge, c'était 165 000 mètres cubes. Non, la hauteur. La hauteur, c'était rehaussé d'à peu près autour de 2,5 mètres, là, plus haut. Puis sur une trentaine de mètres de large. Ouais, le plateau ici, là, l'entrave. Le front est quand même élevé. C'est comme en agrave. Grave, c'était plus petit, mais c'était à peu près la même hauteur aussi. C'était rehaussé d'environ 3 mètres aussi, là, puis une vingtaine de mètres de large. Oui, Christian? Puis, le matériel utilisé, c'est du gravier. Puis, je pense que vous avez de la grosseur, mais je n'ai pas bien compris. Ça dépend des projets. À Sainte-Flavie, on est dans du 25 mm de diamètre moyen. Un pouce. Un pouce, ouais. Bon. Puis à Pointe-aux-Uternes, c'était entre 10 et 15. Tantôt, on a dit 14. 15 mm, c'est ça. La grave, on est dans du 40. Percé aussi, parce que l'énergie des vagues est pas mal plus intense. On est dans le golfe quand même. Donc, c'est des vagues de 4-5 mètres. Là, ça ressemblera à un pouce ici. Ici, ça serait probablement comme Sainte-Flavie, d'un pouce moyen. Fait que ça implique des plus grosses et des plus petites aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions pour Raphaël, des questions pour Étienne, des questions pour Jean-Denis, des questions pour Hugo, des questions pour moi? Est-ce que vous avez... Oui. C'est pas une question, c'est une constatation. Moi, je le vois chez moi, j'ai un mur de béton, du galet à peu près 8 pieds. Quand j'arrive au printemps, après démarrer comme le mois de décembre, je suis à côté de béton sur le galet. Puis en ce temps-ci, j'ai à peu près 3 pieds de recharge. C'est-à-dire qu'il y a fait de la mer qui prend, ça fait pas un mètre tourbillon, puis ça ramène la grève dans la voiture.
Puis avec les maladies d'été qui sont piquantes, ils descendent le vieux. Puis avant de monter sur mon terrain, là, je suis plein d'élèves. Et puis, gazon, puis des gens. Vous pouvez garder là. Non, mais non. Oui, c'est ça, regardez-les. OK. Oui, c'est ça. D'autres questions, d'autres commentaires? Est-ce que ça a été utile? Oui. Oui. Il y avait une feuille de présence tantôt qui a circulé. OK, on va la récupérer, s'il vous plaît. J'ai hâte de la prochaine. OK, donc, Sur la recherche de plage, là, on remarque aussi le fait de saison qu'on mentionne. C'est sûr que quand on arrive au printemps, là, puis là, la plage est rivière, puis à l'été, la recharge, là, il y a le sable revient. Donc, vous voyez, des fois, peut-être à la plage de Saint-Plus, là. La porte est plus forte aussi. Oui, c'est ça, cet effet saisonnier-là, là, comme vous le mentionnez, c'est vraiment un phénomène connu. Vous le vivez. Mais là, ça m'arrête d'hier, avec le nord-est qu'il y avait. Il faisait à peu près un truc. Mais aujourd'hui, la mer était piquante. On en fait aussi. Ça fait donc, ça vient confirmer l'effet du mur. OK. D'autres questions, d'autres commentaires? Oui, madame? Madame Francine, n'est pas ça? Ah oui. Présentement, l'année passée, à peu près, il y a eu une présentation sur les zones de protection. Il y avait comme la zone de protection, il y avait des radios, on pouvait trouver du top. Est-ce qu'on parle des mêmes zones de protection du côté de la MRC que du côté du ministère de la Sécurité publique? Ben, vas-y. Parce qu'on disait que c'est au niveau de l'automne passé ce qui avait été produit. Oui, en fait, c'est le ministère de la Sécurité publique qui avait cogné aux portes des MRC pour que les MRC intègrent dans leur schéma d'aménagement le cadre réglementaire relatif à l'érosion côtière qui prévoyait effectivement des marges de précaution, des zones à protéger. Donc, ça a été intégré dans les schémas d'aménagement et c'est maintenant traduit dans la réglementation de la municipalité. Là, ce qui arrive avec le cadre de prévention des sinistres, c'est un autre secteur là, qui sont en train vraiment de travailler précisément sur des modélisations plus futures pour faire de l'analyse de la solution qui vont être à privilégier. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Par contre, si vous prévoyez faire des interventions sur vos terrains et que vous habitez du côté de la côte, je vous inviterai à prendre l'information au niveau de la MRC, savoir si vos interventions sont réalisables parce qu'effectivement, on balise les interventions du côté de l'érosion côtière. Donc, ce n'est pas tout ce que vous faire. Si vous avez l'intention de faire de la transformation, de l'agrandissement, de la démolition, appelez à la MRC pour savoir si vos interventions sont conformes. Puis la durée prévue de cette nouvelle réglementation-là au niveau de la zone, est-ce qu'elle va durer 30 ans aussi? Ou? Non, actuellement, le cadre réglementaire, nous, on y va vraiment. Si le ministère de la Sécurité publique vient nous revoir pour nous dire votre cadre réglementaire doit être rafraîchi, on va le réintégrer. Mais pour le moment, ce qui s'applique va continuer de s'appliquer jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles données. Probablement, peut-être quand on aura un cadre pour la submersion côtière. Parce que là, on gère strictement l'érosion. On ne gère pas la submersion, donc le déferlement côtier. Ça, on ne gère pas ça actuellement à la MRC. Ça va s'en venir prochainement. Donc, peut-être qu'il y aura un ajustement à faire avec notre cadre réglementaire au niveau érosion et submersion à ce moment-là. Je veux dire, la zone de protection pourrait s'élargir. Oui, Étienne, tu as ajouté quelque chose? Juste une dernière petite intervention, là, puis ça fait rapport avec ce que j'ai déjà dit au début, là, au niveau du programme général. On sait que là, la solution de prévention, on va avoir encore du temps, puis on le sait, l'automne s'en vient, il peut arriver des tempêtes, il peut arriver d'autres choses. Il y a différents éléments là, qui sont mis en avant là, justement, au niveau des alertes, là, au niveau des tempêtes, parce que la municipalité est au courant. C'est de s'informer s'il arrive des tempêtes, puis seulement se protéger s'il arrive de quoi ou évacuer les résidences. Mais s'il arrive des dommages, c'est de le signaler à la municipalité. La municipalité va appeler Hugo, puis il va y avoir des gens qui vont venir évaluer les dommages, puis vraiment pouvoir associer le dommage à un événement, puis déterminer s'il y a un risque imminent. Puis là, il peut s'enclencher d'autres choses au niveau personnel, au niveau de la résidence. Il y a des indemnisations qui peuvent être données. Puis après ça, nous, le projet, il peut être évalué aussi. Là, si on voit qu'il y a eu des tempêtes et qu'il y a une urgence, bien, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Là.
justement d'être alerte à ça, alerte aux alertes. Et si jamais il y a des dommages, ben, de signaler à la municipalité. Ça va? Il y a deux autres questions. Oui, Madame Franco. À quel moment le junior va être disponible pour la municipalité? Je vais leur mettre en forme, puis je vais, en tout cas le nôtre, là, je vais leur mettre en forme. D'ici la fin de la semaine? Ouais. D'ici la fin de la semaine? Je vais transmettre à la date. Vous avez une autre intervention, une autre question? Ça va? Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, vous avez d'autres questions entre-temps? On est là pour répondre à vos questions. Soumettez-les à Adam. On va s'organiser pour vous répondre. Merci beaucoup d'avoir été présent.